Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois une toute autre école. Comment les pédagogies actives peuvent-elles redonner sens aux apprentissages? Quelles balises se donner pour créer de toutes autres écoles? L'évaluation est-elle indispensable aux apprentissages? L'école à la maison est-elle la solution? Je vous laisse regarder le sommaire de notre émission. Quelqu'un aurait-il eu l'idée folle d'inventer une autre école? En tout cas, dans le village de Buzet, la maison des enfants offre une pédagogie au cœur de laquelle enfants et enseignants prennent le plaisir d'apprendre et de se comprendre. En secondaire aussi, des initiatives originales voient le jour. Mais ce n'est pas évident de créer une nouvelle structure. Encore faut-il trouver à la fois subside et élèves. Bernard Delvaux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, chercheur au JRCF à l'Université catholique de Louvain, qui est un groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation. Et vous êtes également initiateur du groupe Toute autre école, qui s'insère au sein du mouvement Toute autre chose. Alors pour entrer dans le vif de notre propos, je vous propose de regarder ce premier reportage. Il est signé Corinne Ohen et Jean-Louis Gios. Au cœur du petit village de Buzet, l'école communale s'appelle la Maison des enfants. La pédagogie y est bien différente que dans les écoles traditionnelles. Ici, pas de classe, mais des espaces où les enfants se retrouvent autour des instituteurs selon les activités du jour. Un nombre entier. Redis-le autrement, comme ça tous les enfants comprennent. Des programmes mis au point en concertation avec les enfants. D'ailleurs, un des points forts de l'école est que chacun a son mot à dire et n'a pas peur de s'exprimer. J'ai des amis qui sont dans des écoles traditionnelles et elles disent « Oh, j'ai plein de devoirs, j'ai des tas de trucs à faire et tout. » Et en plus, j'ai pas bien compris ce que le prof a dit. Et je leur demande « Mais pourquoi vous n'avez pas été voir le prof ?» Et pour demander, ils disent « Ah mais non, si je pouvais, je le ferais, mais je peux pas. » Et moi, je trouve ça bizarre alors que dès que je comprends pas quelque chose, on va voir le prof et puis il nous réexplique différemment et tout. Et je trouve que c'est plus mieux parce que si on reste comme ça à rien comprendre avec quelque chose dans les mains, on risque de passer beaucoup trop de temps à rien faire. Est-ce que ça commence à être clair pour tout le monde? Oui. Ah, Jonas. Jean-François Manet, nous sommes dans une école où il fait bon apprendre. Je pense qu'il fait bon apprendre, en effet. Mais toute la structure est organisée pour qu'ils apprennent. Avec les libertés qui conviennent, mais les contraintes aussi qui conviennent. Les exigences, autant que la capacité à explorer l'environnement. Qui connaît les 5 sens? Les oreilles, Alors, les yeux. Tous les enfants qui sont accueillis ici sont considérés comme immensément doués. Ça ne veut pas dire, comme j'ai pu l'entendre un certain nombre de fois, oui, vous vous vantez de faire des petits Einstein. Non, ce n'est absolument pas ça. C'est partir du postulat qu'ils sont tout à fait capables d'apprendre. Donc c'est déjà une révolution. À partir de là, on doit mettre en place l'appréhension du savoir. Et nous le faisons d'une manière très simple, c'est qu'on met les élèves en situation de résoudre des problèmes. 3125. 0,3125. Ouais, bah attends. C'est pas gagné. Vraiment, ce qui est bien, c'est que t'es pas stressé, genre tu te dis pas ah ouais, si je me trompe sur ce calcul, je vais avoir une mauvaise note, après je vais être privé. Donc tout de suite, t'es sous le stress quand t'as des devoirs et voilà quoi. Tu vas m'écrire dans ton cahier que t'as vu comment tu as fait. Ici, on ne ressent pas la peur de l'enseignant. Non, c'est plus que éviter la peur de l'enseignant, c'est les enfants savent qu'il est important pour nous de savoir quand ils se trompent. Donc c'est une culture. Au lieu de cacher quand je ne sais pas, ce qui est un peu ancré dans une certaine culture scolaire, ici on les invite vraiment à signaler quand ils ne comprennent pas. Tu modifies? Alors c'est une école aussi sans notes, sans examen. Comment est-ce que vous évaluez les enfants?
On va bien clarifier l'étymologie du mot. Évaluer, c'est donner de la valeur. Bon. Ce qu'on fait traditionnellement dans les écoles, c'est qu'on utilise le bulletin noté pour communiquer avec les parents. Nous avons décidé d'éviter cet outil qui nous paraît causer de grands dommages au sein des relations intrafamiliales et surtout auprès des élèves en général, enfants ou adolescents eux-mêmes, parce que les enfants et les adolescents ont une énorme difficulté à se départir du jugement de leur personne. Si vous avez 3 sur 10, ce n'est pas le travail que vous avez réalisé qui vaut 3 sur 10, c'est vous qui valez 3 sur 10. Et ça, nous n'en voulons plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne met pas en place des systèmes qui permettent de découvrir si ce qu'on fait est adéquat ou pas. Donc si on fait des dictées que nous appelons goutte à goutte, évidemment qu'il y a une correction orthographique, mais avec un accompagnement qui permet aux enfants d'identifier les erreurs qu'ils commettent individuellement, ou nous, d'observer les cas de figure les plus récurrents et de faire travailler l'ensemble des élèves sur cette problématique-là. Et à votre avis, non, c'est pour les grands, quelle est la morale de l'histoire? Alors Julia, qu'est-ce qui te plaît dans cette école? Parce qu'on travaille plus en groupe qu'individuel. Et les profs nous acceptent et savent comment on est. Et donc, ils travaillent un peu, on va dire, à notre façon, un peu. Quand on a terminé des trucs que les autres sont en train encore de faire et que nous on était plus rapides pour ça, certains profs nous donnent des défis. On travaille beaucoup en groupe et dans les défis c'est des trucs qui sont assez relativement compliqués, donc ça nous fait réfléchir. Il est malin cet enfant-là. Alors ici, à part les apprentissages scolaires, quelles sont les autres armes que vous donnez aux enfants qui suivent les cours? Oui, on a postulé sur un élément qui, à mes yeux, semble fondamental, c'est que jusqu'à présent, on a toujours voulu séparer l'instruction de l'éducation. Et moi, nous considérons, je n'ai pas le seul, beaucoup de gens le considèrent comme ça aussi, que si il est impossible de faire apprendre un élève si on ne s'occupe pas aussi de son développement. Comment voulez-vous faire apprendre les tables de multiplication à un enfant qui est pétri de mésestime de lui et qui a été fracassé dans une école avant? C'est impossible. La multiplication peut devenir un outil puissant pour la réhabilitation à ses propres yeux. Donc voilà, c'est construire certaines capacités de débrouillardise, de créativité, d'audace, de confiance en soi, d'estime de soi, de respect des autres, d'entrer en communication avec les autres. Ce qui n'empêche pas les conflits. Nous restons avec des enfants. Donc tout ça, on essaie de le développer au travers les apprentissages. Des apprentissages qui leur permettront d'établir des bases solides pour aborder leur avenir. Finalement, Bernard Delvaux, les finalités de l'école, en quoi consistent-elles exactement? Alors c'est une question pas facile à répondre, parce que de quelle finalité parle-t-on? Est-ce qu'on parle des finalités telles que le législateur les a définies dans le fameux décret mission, dans lequel on a défini 4 missions, épanouissement personnel, égalité des chances, préparation à la vie professionnelle et active, citoyenneté? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de la fonction effective de l'école, une école qui a été conçue à l'époque de la modernité, surtout pour préparer les gens à des rôles distincts dans une société différenciée fonctionnellement? Est-ce que c'est de ça qu'on parle, de la fonction effective? Est-ce qu'on parle des fonctions, des finalités telles que les déclinent les différentes écoles? Et donc, pour moi, on se trouve vraiment, pour l'instant, dans une époque où la question de la finalité éducative pose question, est trop peu en débat public, et une question qui est souvent renvoyée alors aux familles et aux écoles, qui sont donc amenées à choisir, notamment à choisir quel est l'ordre de priorité parmi les 4 missions définies dans le décret mission. Et donc, selon moi, on est dans un courant de différenciation accrue
des écoles, de leurs projets éducatifs. Et donc, quelque part, on est de plus en plus dans une fragmentation du système scolaire que le législateur essaye de maintenir plus ou moins unifié, mais dans lesquels on perçoit de plus en plus de différenciation, avec aussi bien des écoles telles qu'on vient de le voir dans le reportage, que des écoles qui vont au contraire accentuer les traits d'une pédagogie beaucoup plus traditionnelle, ou des écoles qui vont être beaucoup plus axées sur le communautarisme, le référence à une religion déterminée, ou des écoles qui vont préparer vraiment les élèves à occuper des postes élitistes dans un monde mondialisé. Donc pour moi, on est vraiment, cette question des finalités, elle n'est pas suffisamment débattue. Et donc, on devrait, pour moi, avoir un débat public qui permet de se dire, dans notre système scolaire, ici, aujourd'hui présent, en communauté française, quelle mission veut-on donner aux écoles, quelle mission commune veut-on donner aux écoles? On devrait avoir un vrai débat public. Et je regrette que le pacte pour un enseignement d'excellence n'ait pas été l'occasion de discuter à fond de cette question. Si je vous entends bien, l'école, finalement, c'est une institution assez récente dans l'histoire de l'humanité. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des embryons déjà anciens, mais disons son expansion est relativement récente. Donc l'histoire, l'école s'inscrit dans une histoire. L'école est une institution historique qui est apparue à un moment donné, qui s'est développée de manière extraordinaire tout au long du XVIIIe, du XIXe et du XXe, qui a colonisé des pays de plus en plus nombreux, qui a colonisé des âges de plus en plus étendus. On a prolongé l'obligation scolaire, qui a occupé un volume important du temps de vie des enfants, puisque plus ou moins un enfant et un jeune passent à peu près 1/5 de leur vie éveillée à l'école. Et quand on ajoute les devoirs, les leçons, etc., c'est, on va dire, 1/4 de sa vie. Donc c'est quelque chose d'important. Donc on a vu tout ça croître, un modèle donc d'éducation s'imposer, notamment en décalage par rapport à ce qui se passait auparavant, qui était là plutôt de l'ordre de l'apprentissage, où on apprenait en faisant. Donc l'école s'est développée avec un nouveau modèle pour des fonctions qui correspondaient à une société basée sur l'État national, sur l'industrialisation, etc. Et il se fait que pour l'instant, nous sommes dans un bouleversement de la configuration sociétale, avec de plus en plus des sociétés globalisées, des sociétés multiculturelles, des sociétés dans lesquelles il est de plus en plus difficile de construire des accords sur les finalités, justement. Et donc, ce modèle de l'école est en difficulté, est en crise. Aussi bien dans sa forme, c'est-à-dire dans le type de rapport entre l'apprenant et celui qui lui apprend, que dans ses objectifs, ses finalités. Mais si moi, par exemple, je retourne dans mon école, à l'école primaire, est-ce que je vais retrouver le même environnement? Est-ce que je retrouve bien mon tableau, mes craies, etc. Ou bien est-ce que l'école s'adapte également aujourd'hui aux nouvelles réalités Mais oui et non, c'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre 1900 et maintenant. On va dire. L'école un peu plus tard. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais justement, les sociologues de l'éducation ont pour ça un concept qui s'appelle le concept de forme scolaire, qui permet, disons, d'identifier quels sont les traits fondamentaux de l'école qui n'ont pas vraiment changé. Quand on compare une école de 1800, par exemple, avec une école de 2019, évidemment, beaucoup de choses ont changé. Et par exemple, peu à peu, de manière très très lente, les nouvelles technologies apparaissent dans l'école et remplacent parfois le tableau noir. Mais par contre, le découpage en classes d'âge, la segmentation des cours en disciplines, la séparation entre apprendre et faire, la séparation de l'école par rapport à son environnement, tout ça sont des traits qui restent, qu'on compare une école de 1850 à une école d'aujourd'hui. Ces pédagogies nouvelles, etc., on les trouve principalement au niveau du fondamental? Alors, les pédagogies nouvelles, enfin, d'abord, quand on parle de pédagogie nouvelle, il faut s'entendre parce que ces pédagogies ne sont pas si nouvelles que ça, puisque la plupart d'entre elles, quand on parle de Steiner, de Montessori, de Freinet, qui sont les plus connus, en fait, ont été inventées au XXe siècle, donc entre les deux guerres. Donc, c'est pas vraiment nouvelle, mais c'est vrai que c'est en décalage sur certains traits avec les pédagogies dites plus traditionnelles.
Mais donc c'est vrai que quand on observe, disons, la tendance, on observe de plus en plus maintenant de nouvelles écoles qui se créent et qui s'affichent comme porteuses de pédagogie active ou de pédagogie nouvelle. Ou d'écoles traditionnelles qui migrent peu à peu ou qui incorporent peu à peu des éléments de ces pédagogies nouvelles. Et c'est vrai que ce mouvement s'est d'abord esquissé dans l'enseignement fondamental. Sans doute parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a moins d'enseignants, on a moins ce découpage disciplinaire, c'est donc plus facile d'incorporer. Et puis les parents perçoivent moins aussi directement les enjeux de la préparation à la compétition économique, etc. Donc là, il y avait un espace. Mais ce qu'on voit maintenant, ce qui est nouveau, c'est que ces pédagogies commencent à s'implanter dans l'enseignement secondaire. On voit des écoles qui se créent, notamment à l'initiative de parents qui ont mis leur enfant dans des écoles fondamentales à pédagogie active et qui n'ont pas envie que leur enfant doive subir, en quelque sorte, dans l'école secondaire, une pédagogie plus traditionnelle. Mais je vous propose alors de regarder un deuxième reportage. Il est toujours signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Ce lundi matin, nous avons poussé la porte d'une école pas comme les autres. Première surprise, un calme inhabituel pour un établissement scolaire. Il faut dire qu'ici, il n'y a que 4 élèves. De plus, dès 8 heures, c'est tout en douceur que la journée commence par un temps d'accueil et une mise en condition. Rien de tel en effet que quelques exercices afin de se relaxer et de trouver la concentration nécessaire à une journée d'études. C'est en 2017 que l'école Estime a ouvert ses portes à Bruxelles. Estime, les initiales d'école secondaire pour talent et intelligence multiples. Ici, je vois aussi des angles aigus. Là, c'est un angle obtus, là aussi, là, c'est un angle aigu. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet d'école ? Alors, c'est un peu une idée folle, mais c'est basé sur une expérience de vie et personnelle avec mes enfants et puis les adolescents autour de moi. J'ai été jusqu'en 2011 dans les ressources humaines et puis je me suis installée comme indépendante en coaching. J'ai fait une formation spéciale pour accompagner les adolescents. Donc vous imaginez que les adolescents qui sont venus chez moi, c'était plus en difficulté, parfois familiale, mais aussi beaucoup scolaire. Je me suis dit, il faut bouger. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui ont eu cette même volonté de faire bouger les choses et de proposer un type d'école secondaire différent. Et voilà, donc on s'est attelé à ce travail pendant 4 ans. Et Estime a ouvert ses portes en septembre 2017. Essayez de décomposer le mot pour trouver l'orthographe. En quoi est-ce que la pédagogie d'Estime est innovante ? C'est eux qui font le cours en fait. Donc l'enseignant a toujours à l'esprit là où il veut emmener ses élèves, c'est-à-dire les objectifs de son cours, et c'est lui qui va les amener à faire deviner les concepts, à conceptualiser les connaissances qu'il s'est donné comme objectif du cours. Donc ça c'est super important parce que l'élève apprend sans avoir l'impression d'apprendre et en même temps il progresse et du coup ce qu'il trouve, ce qu'il devine, ce qu'il déduit, eh bien il le retient. Irlande, d'accord. Tous les professeurs disent aux élèves on a le droit et on a le devoir de se tromper. Donc on ne stigmatise pas les élèves quand ils font des erreurs. Et pour ça, c'est vrai que les évaluations formatives ont une place importante dans nos cours parce que c'est tout le temps en fait. Parce que comme on n'a pas on déverse pas une matière unilatéralement, c'est eux qui font des exercices et des activités pendant le cours. Du coup, ça permet aux professeurs d'évaluer où ils en sont dans leurs apprentissages. Donc c'est vraiment du sur-mesure pour chaque élève. Alors ça demande un effort important de la part des professeurs, ça demande beaucoup de temps de préparation aussi. Mais en même temps, comme on connaît bien, on a 4 élèves, donc on les connaît très très bien, on sait comment ils fonctionnent, et c'est ce qui rend aussi l'apprentissage intéressant et passionnant. Alors c'est une école qui a un coût. Vous n'avez pas peur de vous adresser uniquement à une certaine élite ? Alors ça a été vraiment un des gros débats pendant tout le développement du projet. On a essayé d'être reconnu subsidié. On arrivait, je pense, un peu trop tôt, il y a 4-5 ans, avec ce projet. Donc, au bout d'un moment, on a dû décider de faire une école privée. C'était vraiment pas notre choix
premier. On essaye aujourd'hui de trouver du financement pour pouvoir ouvrir à un maximum d'élèves. En tout cas, on a ouvert avec un élève en se disant notre mission c'est ça, si déjà on peut aider un élève ou sa famille, notre mission est atteinte. C'est sûr qu'aujourd'hui, on aimerait avoir des classes on reste dans les petites structures, mais on va avoir en tout cas 65 élèves. Ce n'est pas le cas, mais voilà. Il n'y a rien à faire, le Minerval couvre tout ce qui est formation, salaire des professeurs, l'informatique, le développement, les sorties scolaires, ce qui est aussi très important chez nous. Donc voilà. Un établissement qui se veut d'un genre nouveau et qui cultive sa différence. L'école croit en son projet et elle attend avec impatience de nouveaux élèves pour la rentrée prochaine. Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu une école pour enfants privilégiés, ce qu'on vient de voir dans le reportage? Disons que oui, du fait du paiement du Minerval, évidemment. Ce n'est pas n'importe qui peut se payer une structure avec un si petit nombre d'élèves et avec des enseignants rémunérés. Donc ça, c'est un type d'école nouvelle, d'initiative. Donc il y a des initiatives privées. C'est quand même relativement nouveau, ça, dans le paysage. Ça n'existait guère avant. Mais toute une série d'écoles qui prônent la pédagogie active, qui prônent des pédagogies similaires à celles qu'on vient de voir, enfin en tous les cas qui reprennent certains éléments de cette pédagogie, sont des écoles qui sont reconnues et financées par les pouvoirs publics, aussi bien au niveau de l'enseignement fondamental que de l'enseignement secondaire. Et finalement, l'école à la maison, c'est une solution possible? Alors, c'est une solution qui est revendiquée par un certain nombre de parents qui développent ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui, à l'échelle, disons, de l'ensemble de la population, représente peu de choses, mais qui est quand même une tendance croissante. Donc, un certain nombre de personnes estiment que n'ont plus confiance dans l'école telle qu'ils la voient, l'école souvent traditionnelle, estiment qu'ils vont pouvoir mieux prendre en charge leur enfant eux-mêmes. Pour moi, ça me pose quand même une question, parce que justement, l'école, selon moi, est aussi un lieu de vie, c'est pas uniquement un lieu d'apprentissage, enfin ça devrait être un lieu de vie, un lieu notamment où on apprend à vivre avec d'autres qui ne nous ressemblent pas. Idéalement, parce que le problème, c'est que le paysage du système scolaire francophone est extrêmement ségrégué et qu'on a des écoles qui rassemblent des populations plutôt dominantes, à forts capitaux économiques ou sociaux, et puis des écoles qui rassemblent des enfants de familles plus pauvres, plus précaires, etc. Mais pour moi, idéalement, une école publique devrait être une école mixte, une école justement parce que ça devrait être le lieu où on apprend à vivre dans une société où on ne cesse de côtoyer des gens qui ne nous ressemblent pas et où l'enjeu de l'école, c'est notamment de construire, non pas ce qu'on appelle souvent le vivre ensemble, qui est un terme peut-être un peu faible, un peu trop doux, mais vraiment où on apprend à vivre, à entrer en conflit constructif, à négocier, à tirer parti aussi de ce que l'autre nous apporte pour se construire soi-même. Alors justement, vous avez publié un livre qui s'intitule « Une toute autre école ». Quelle est pour vous, comme sociologue, cette toute autre école? Alors, donc, ce livre ne propose pas un modèle clé sur porte, ce n'est pas une nouvelle pédagogie, une de plus. Ce livre reste quand même avec des propositions relativement générales et pose notamment la question de savoir comment on arrive à combiner deux pôles qui sont toujours en tension, c'est-à-dire le pôle de construction d'un individu, d'une individualité, et le pôle de l'appartenance à un collectif, une communauté. Donc la modernité, en fait, a développé le concept de l'individu, a donné de l'importance à l'individu par rapport à sa communauté d'appartenance. Aucun d'entre nous ne veut renoncer à être un individu singulier. Personne n'a envie de se voir dicter son parcours de vie. Chacun veut pouvoir conserver la possibilité de changer
de vie à un moment donné de sa vie. Donc c'est important, c'est un acquis, mais en même temps, si on ne le combine pas à un pôle d'appartenance à un collectif, on déséquilibre la balance. Et pour l'instant, effectivement, la balance est déséquilibrée. Et notamment, on va prôner plutôt, à travers l'école, une émancipation individuelle, alors que pour moi, un des enjeux cruciaux de l'école, ce serait notamment de former les jeunes à pouvoir aussi participer à une émancipation collective. Parce que je pense que nous sommes dans une société dont les règles du jeu, ce qui s'impose à nous, sont problématiques pour beaucoup d'entre nous, et que ce qu'il y a lieu de faire pour s'émanciper individuellement, c'est aussi de parvenir à changer ces règles du jeu. Donc notre émancipation individuelle, pour moi, dépend aussi de l'émancipation collective. Donc comment concevoir une école qui équilibre le respect de l'individualité, la formation de l'individualité, et en même temps, toute une série de compétences qui permettent à des gens de se reconnaître dans un nous, dans un collectif, et de transformer ce collectif, quoi. Voilà. Vous êtes optimiste quant à l'avenir de l'école? Non, je suis assez pessimiste, parce que je pense que objectivement, si on regarde les forces en présence pour l'instant, objectivement, il me semble que ce qui domine, ce sont des forces, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fragmentation. C'est-à-dire que dans une société qui est essentiellement régulée par le marché et par le réseau, les réseaux, on est dans une société où de plus en plus, l'éducation est conçue comme une possibilité de construire son propre parcours en allant picorer à gauche et à droite. Et donc on voit émerger d'ailleurs à côté de l'école toute une série d'autres offres de formation, de coaching, de soutien, etc., dans lesquelles les gens vont picorer. Et donc on est de plus en plus dans un modèle où toute une série d'offres éducatives vont être offertes aux gens, et où les gens, en fonction de leur connaissances, de leurs compétences, etc., vont aller choisir de prendre tel cours de langue à tel endroit et puis tel cours de sciences à tel endroit, etc. Merci Bernard Delvaux d'avoir pris le temps de nous présenter les fruits de votre réflexion sur l'école. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.